valeur dans le domaine du bâtiment et de la Smart City. Alors pour commencer rapidement, je pense que ce qui serait bien, c'est que rapidement vous vous introduisiez un petit peu. Arnaud, peux-tu passer un peu le micro rapidement aux uns et aux autres? Allô? Oui. Alors bonjour, je m'appelle Emmanuel Vassalo, je suis architecte indépendant dans la région. J'exerce entre Menton sur la Côte d'Azur, voilà, sur Menton, toute la Côte d'Azur. Et comme tous les architectes indépendants, on a affaire avec le BIM. Et donc, je suis là pour ça. On va en parler de ça. Olivier qui est directeur marketing de Intent Technologies. Alors bonjour à tous, merci Arnaud, merci en effet Dominique pour cette invitation. Donc oui, je suis en effet directeur marketing de Intent Technologies. Intent est un éditeur qui aujourd'hui opère une plateforme cloud de gestion de données et un écosystème de fournisseurs de services, 170, qui permettent de créer en effet cette connexion avec un écosystème pour un écosystème de gestionnaires à destination des parcs immobiliers et des smart cities. Super, merci Olivier. Vincent? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Vincent Richer, moi je dirige la COC à Marseille, qui est un tiers-lieu d'innovation. Et on a la chance d'avoir une salle immersive BIM et donc de travailler avec les différents acteurs de la Smart City, Smart Mobility et Smart Building, et notamment Euro-Méditerranée. Merci Vincent. Madame Levasseur, je passe le micro. Bonjour, donc d'Innovation, je suis directrice de projet de Espoir Architecte, donc une agence monégasque. Et nous, on travaille avec la méthodologie BIM depuis pas mal d'années, depuis 2013. Bonjour, Nicolas Bernard, société Monaco Topo. Je suis ingénieur géomètre et on fait nous tout ce qui est scanner 3D, numérisation et traitement de la donnée pour justement après développer le BIM. Merci M. Bernard. On va présenter rapidement aussi les gens qui sont en visio. Oui, donc en visio, nous avons Fabien Fond de Timothy. Fabien, deux mots. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, très bien. Bonjour à tous, donc je suis Fabien Fond, je suis cofondateur de Timothy. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de la construction avec un prisme qui est un peu différent dans le sens où j'ai d'abord fondé une société de conseil qui s'attache à amener de la performance. Donc quand je parle de performance, c'est plutôt performance, comment construire plus vite, mieux, moins cher, réduire les délais. Donc on a apporté ce qu'on appelle le Lean Construction en France et d'ailleurs dans d'autres pays avec cette société qui s'appelle IMA. Et depuis 3 ans, j'ai cofondé une société qui digitalise un peu tous ces principes dans le but de digitaliser la supply chain dans le monde de la construction. Merci Fabien. Rapidement, Stanislas. Oui, écoute, merci. Bonjour à tous. Stanislas Simouzi, je suis le cofondateur de Bigdata.io, une solution qui permet de centraliser la donnée technique du bâtiment. Parfait, merci Stanislas. Et the last, mais pas le moindre, c'est Eric Davy qui nous fait le plaisir d'être en visio aujourd'hui avec nous. Eric qui est délégué général de Fidji. Eric, à toi la parole. Eric, ton micro est coupé normalement. On te va connecter mais ton micro est coupé. Non. Bon, ok. Alors on va avancer. Alors Eric est avec nous, j'espère. En tout cas, il nous entend. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ben voilà. Oui. Bon, Eric, dépêche-toi sinon on passe ton tour. Hein. Il faut savoir se faire attendre. Bonjour à tous, donc je m'appelle Eric Davy, je suis le délégué général de l'association professionnelle immobilière Fidji. Et la mission de Fidji, c'est depuis 14 ans de créer des pratiques de travail numériques, collaboratives et durables au service du bien commun de l'industrie immobilière. Nous avons mis en place à la demande des investisseurs institutionnels français et des différents métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie des bâtiments, que ce soit les property managers, le FME, le multitechnique, que ce soit les promoteurs, que ce soit les agences de notation, enfin bref, tous les métiers de notre industrie. Nous avons mis en place un langage commun qui permet d'échanger de l'information immobilière de façon normalisée. J'en parlerai tout à l'heure. Super, merci Eric. Alors on va rentrer un peu dans le débat et si vous le permettez, je commencerai par Olivier. Olivier, donc directeur marketing d'Intent. Intent est un des piliers
du collectif co-entrepreneurial SBLM. Alors SBLM, ça veut dire quoi? Ça veut dire Smart Building Life Cycle Management Platform, on en parlera un peu plus après. Olivier, dans le développement de votre business d'Intent, comment vois-tu la plateforme que vous avez développée et qui aujourd'hui équipe plus de 800 000, des clients qui gèrent plus de 800 000 logements sociaux dans la gestion du patrimoine immobilier et maintenant je crois même 2 millions de mètres carrés dans le secteur du tertiaire, c'est bien ça? C'est bien ça, Dominique. On est même maintenant à 1 million de logements connectés sur l'immobilier social. En fait, on se dit aujourd'hui que nous sommes un acteur du BIM-GEM, donc de l'exploitation BIM. Donc on intervient après la construction d'un bâtiment pour gérer tout son cycle de vie d'exploitation. On se dit aussi qu'on est une plateforme de tiers de confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos seuls objectifs de cette plateforme, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir connecter, centraliser, structurer toutes les données de l'écosystème des immeubles de nos clients. Donc on ne vient pas créer de la donnée, on ne vient pas la transformer, on vient juste la collecter, la structurer et l'organiser. Ce type de données, elle a plusieurs natures. On a d'abord ce qu'on appelle les données froides, c'est tout ce qui est données, on va dire, de type patrimoine, c'est en effet la liste des bâtiments, la liste des ouvrages, mais aussi la liste des équipements qui composent en effet ces bâtiments, et aussi la maquette BIM. Pour nous, en effet, la maquette BIM reste en effet une donnée froide. Et on vient rajouter, grâce à cet écosystème, toutes les données chaudes. Donc les données chaudes, c'est quoi? C'est toutes les données d'activité. Donc c'est en effet les données liées à la consommation énergétique des bâtiments, par exemple, mais ça peut être aussi autour de l'usage de ces équipements. Est-ce que les équipements fonctionnent? Comment ils fonctionnent? Est-ce qu'ils fonctionnent bien, par exemple? Mais c'est aussi par rapport à tout ce qui est aussi réglementaire, très important dans l'immobilier tertiaire, d'être en effet sur cette partie réglementaire. Et tout ce qui est autour de la maintenance, qui est comme le cœur du sujet d'exploitation d'un bâtiment, la maintenance préventive et la maintenance curative. Alors, tout ça, à quoi ça sert de récupérer autant de données sur un parc immobilier ou sur, on va dire, les ouvrages et équipements d'une ville? Ça permet pas mal de bénéfices. Le premier, c'est d'améliorer le pilotage des services, que évidemment nos clients puissent exprimer à leurs clients. On est en B2B2C. Donc autour des contrats et des qualités du patrimoine, mais aussi c'est pour maîtriser, ce qui est très important aujourd'hui, les charges des investissements du parc. On sait qu'avec l'énergie entre autres, mais tout le reste de la chaîne, aujourd'hui c'est très onéreux de faire fonctionner et d'exploiter un bâtiment, et il faut évidemment tendre vers la baisse de ces charges. Mais aussi tout ce qui est maîtriser le risque et le suivi de la conformité réglementaire qui est très présente aujourd'hui dans notre pays. Et le dernier bénéfice, c'est évidemment de développer des nouveaux cas d'usage, des nouveaux services qui s'adaptent aux nouveaux modes de vie, de travail. On a vu avec la période de 2 ans qu'on vient de vivre que le monde du travail, le monde de l'immobilier d'entreprise, de bureaux a changé. On a une façon maintenant différente de consommer des bureaux, les usages changent. Évidemment, il faut pouvoir proposer ces services autour de ces bâtis. Très bien, super, merci Olivier. Alors, Stanislas, est-ce que tu m'entends? Oui, je pense. Stanislas, comment vous avez, qu'est-ce que vous faites chez BIM Data et comment vous avez travaillé sur cette continuité de la donnée, notamment avec Intent, puisque vous avez annoncé récemment une preuve de concept qui s'est concrétisée par une démarche qu'on a annoncée au BIM World récemment. Stanislas, tu peux un peu répondre à ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, juste pour le positionnement de BIM Data, nous, on est, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on est sur la donnée froide, c'est-à-dire qu'on est sur la donnée technique du bâtiment. Et quand on dit données techniques du bâtiment, c'est aussi bien des fichiers BIM que du PDF, que des WG et des notices techniques. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer, finalement, recomposer un DOE numérique où les clients vont pouvoir, via une interface de navigation avec une visionneuse, pouvoir naviguer sur tous ces outils. Quand on a parlé de données froides, effectivement, les données froides, par définition, elle n'est pas forcément utile, même si elle permet à certains acteurs techniques d'avancer, de trouver certains éléments qu'on cherche plutôt pour la rénovation, pour la réhabilitation de bâtiments. La continuité numérique, en fait, elle est gagnée quand on s'interface avec des acteurs qui vont gérer les données chaudes. Et c'est ce que fait très bien une telle technologie, c'est-à-dire capable d'aller se connecter à tous les écosystèmes, des écosystèmes les plus complexes que les GTB, les GTC, des GMAO, ou simplement des fournisseurs de bâtiments. Et toutes ces données finalement qui sont chaudes, elles ont besoin, en tout cas c'est intéressant de pouvoir les interfacer avec des données techniques, un repérage sur plan, un repérage sur une maquette. Et donc nous, dans ces cas-là, on a plutôt une approche où on devient un hyperviseur de données vivantes dans le bâtiment, sachant que la donnée est froide, elle se passe à 24 à par an,
par an selon les évolutions, que ce soit en tertiaire ou là. Ça dépend un peu des usages des clients finaux. Stanislas, on a un hélicoptère qui est passé, donc on est désolé, c'est indépendant de notre volonté, on ne l'a pas fait exprès. Non, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ce que tu voulais dire, mais on y reviendra. On va attendre qu'il nous survole complètement. Mais je peux répéter ce que tu dis. Espérons qu'il va peut-être nous bénir, cet hélicoptère. Alors Diane, c'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. On ne se connaissait pas il y a peu de temps, mais vous avez accepté, du fait de notre conversation, les différents échanges, de venir, et on est très contents. On sait que, enfin, je me suis un peu renseigné, j'ai fait mon homework. On sait que, comme on dit, on sait que vous êtes une des spécialistes du BIM à Monaco et sur des grands projets chez Square. Vous pouvez un peu nous en parler, s'il vous plaît, de cette problématique, de ce que vous vivez réellement sans langue de bois, comme on disait, dans la vraie réalité de la vraie vie. Oui, donc nous, on travaille sur méthodologie BIM depuis beaucoup d'années. On a plusieurs projets, plusieurs échelles, donc c'est vrai que des projets à grande échelle, ils se portent beaucoup pour faire du BIM. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de modélisation qui peuvent être échangées, donc ça c'est très intéressant. Nous, on travaille actuellement sur un projet qui n'est pas très loin d'ici, un chantier qui s'appelle Îlot Pasteur, où on a déjà travaillé en phase conception avec cette méthodologie-là, donc qui a été réalisée avec les ingénieurs, les ingénieurs avec la ville, parce que Monaco elle-même, elle est déjà une smart city, on va dire. Tout Monaco est dessiné en 3D, on a pas mal de data déjà qu'on a pu exploiter pour démarrer le projet en conception en 2013. Donc ça c'est très intéressant. On a des personnes comme Nicolas de Monaco Topo qui nous ont aidés pendant cette période-là. On a dû faire des relevés de l'existant de galeries techniques souterraines par exemple qui traversent notre îlot. Donc c'est Nicolas qui nous a fait pas mal de nuages de points sur lesquels nous on a exploité la donnée et on a pu réaliser tout l'ouvrage en conception. On a pu voir ici également qu'il y a l'entreprise Faya, qui est l'entreprise qui exécute le gros œuvre et la charpente métallique du projet, que eux ils travaillent en BIM avec nous également sur le projet. Donc si vous voyez, on a déjà des belles charpentes métalliques qui ont été modélisées sur Tekla et exportées, intégrées sur Revit. Donc on a un bâtiment qui est hyper complexe et donc c'est très intéressant, mais oui, c'est pas simple tous les jours. Alors le BIM qui n'est qu'un processus de travail collaboratif qui s'appuie sur la maquette virtuelle 3D, ni plus ni moins. Vous l'avez dit, vous venez de le dire, et pas si simple que ça à mettre en place. Aujourd'hui, ce sont les ingénieurs qui travaillent avec les architectes pour faire en sorte que cette maquette virtuelle 3D soit la plus intelligente et la plus utilisable possible. Mais puisqu'on a dit qu'on se parlait vrai, qu'en est-il de la mise à disposition de ces données, de la continuité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir programmation, conception, construction, commercialisation, gestion du patrimoine et des constructions éventuellement. Est-ce que cette donnée aujourd'hui, vous qui êtes vraiment dans le terrain et spécialiste du sujet, est facilement accessible à un artisan, un maître d'œuvre ou pas? Comment vous le voyez aujourd'hui? C'est très compliqué en fait, c'est très complexe comme question parce que ça dépend vraiment de l'échelle du projet dont on parle. Pas l'habitude de poser des questions, ça. Mais j'essaie de faire vite, mais en fait c'est... alors, comment dire, bien évidemment pour des artisans, on est très loin de l'idéal, de ce qu'on pourrait imaginer, ce qui est le BIM. L'artisan il n'a pas forcément les outils, à peine il dessine à la main et puis on est content parce que c'est des beaux dessins mais qui ne sont pas exploitables. Et c'est dommage de ne pas prendre cet artisan-là qui travaille hyper bien mais qui en fait il ne maîtrise pas le BIM. Donc nous, pour l'Îlot Pasteur en tout cas, on a mis en place donc, des entreprises qui modélisent le BIM pour eux en cas de vraies défaillances, en cas de besoins. On a dû mettre en place ça parce qu'en effet, c'est pas tout le monde qui maîtrise le BIM. En effet, pour la programmation également, c'est-à-dire qu'on a reçu un PDF de notre maîtrise d'ouvrage pour démarrer le projet il y a quelques années. Vous savez bien, nous on a tout intégré dans notre data pour bien intégrer toutes les données, mais tout ça c'est à la main. On a un contrat de gestion et maintenance qui c'est une feuille.
On n'a pas forcément des spécifications sur ce qui est demandé, sur ce que c'est. Donc on essaie de développer le tout avec notre BIM manager qui nous suit sur le sujet, sur l'exploitation et maintenance, et de proposer des choses. Mais aujourd'hui, cette chaîne de valeur, cette chaîne d'information qu'on doit intégrer dans le projet n'est pas claire pour personne en fait. C'est-à-dire qu'il y a un envie de la maîtrise d'ouvrage qui doit être très clair dès le début sur ses besoins. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de maîtrise d'ouvrage qui puisse nous fournir ça d'une manière très claire et qu'on puisse vraiment l'appliquer d'une façon très simple. Mais en fait, bon, on y reviendra parce que c'est un sujet passionnant et c'est un sujet qui me passionne depuis maintenant plus de 35 ans. Mais une des raisons de la problématique est, à mon sens, qu'on travaille aujourd'hui beaucoup plus sur le M du BIM, c'est-à-dire sur la démarche modeling, que sur le I de information. Et tant qu'on ne trouvera pas une manière, un processus, et on en parlera tout à l'heure avec Eric Davy, de trouver un minimum de données qui soient compréhensibles et réellement utilisables sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on aura des difficultés puisque aujourd'hui le BIM, encore une fois, qui est un processus de travail collaboratif qui s'appuie sur la maquette numérique 3D, vient de la conception assistée par ordinateur et nécessite des compétences et des lourdeurs et la cherté que vous connaissez. Nicolas, vous verriez. Non, je blague. Nicolas qui a beaucoup travaillé sur la digitalisation de Monaco, puisque vous étiez, je crois, un des premiers. Déjà, Monaco a été une des premières villes et principautés et pays et métropoles à être digitalisées en 3D. Vous y avez un peu participé, je pense. Hein. Oui, en fait, quand j'ai créé la société, il y a tout pile 10 ans, je sortais de l'INSA Strasbourg et j'avais fait mon stage de géomètre expert, ça oui, mais mon projet de fin d'études chez Trimble, qui développait les scanners 3D à Paris, il faut savoir que c'est fait en France. Acteur mondial de la numérique. Oui, Trimble, c'est la deuxième société au monde, la plus haute gamme avec Leica pour les appareils topo. Et il se trouve que les scanners 3D sont développés à Paris dans une ancienne filiale EDF qui s'appelle Mency. Et j'ai fait mon stage chez eux, on est resté très proches. On est bêta-testeurs pour eux, donc tous les nouveaux modèles, on les a en avance pour les tester, donc c'est passionnant, ça nous permet de rester très bien placés en termes de nouvelles technologies. Mais bon, ça c'est pour la partie numérisation. Après, quand j'ai créé ma boîte à Monaco, et c'est vrai qu'ils ils avaient déjà insufflé un gros mouvement 3D, la maquette 3D existait déjà. On a participé à l'enrichissement de cette maquette-là, donc c'est une maquette Rhino, on sort complètement du BIM, mais disons que c'est un socle et un squelette qui peut permettre de partir sur du Smart Cities. L'ambition et même le potentiel était énorme. Aujourd'hui, on a fait un proof of concept il y a un an tout pile pour un vraiment jumeau numérique à l'échelle piéton, qui a très très bien marché. Là, on part sur d'autres projets on a fait la superstructure, on fait l'infra. Donc non, Monaco est en pointe là-dessus, ça il n'y a pas à dire, avec la Suisse notamment. Et dans cette problématique de la continuité de la donnée, vous qui êtes en amont, ou même vous pouvez être aussi en aval, d'ailleurs ça dépend des sujets, Alors, comment vous voyez la démarche? Moi je le vois de l'extérieur, parce que de base, notamment le géomètre généralement intervient au stade embryonnaire, donc là on fait les relevés 3D, et après ça part en modélisation, etc. Et c'est assez rare, c'est en train de changer grâce au BIM et à tout ça, et à la 3D, qu'on suive le projet. On vient, on fait le plan, ça part chez l'architecte fait son projet, ça suit, éventuellement on intervient en phase chantier pour implanter, etc. Mais on est moins intégré, on est vraiment un électron libre. L'avantage la grosse progression avec le BIM, qui pour moi, oui, je me souviens quand j'étais en études, c'était le SIG. Et pour moi, je fais un peu un calque. C'était très... Système d'information géographique. Oui, pardon. Et on était au tout début, tout le monde voulait en faire, mais les clauses et les cahiers des charges n'étaient pas clairement définis. C'est un peu ce que j'ai l'impression que tu vis avec les lots Pasteur et le BIM. J'ai l'impression qu'on en est là. Mais aujourd'hui, le SIG est très implanté et on s'en aperçoit même plus que c'est du SIG. C'est complètement intégré dans la vie de tous les jours. Je pense que le BIM, ça va arriver comme ça dans quelques années. Mais moi, de l'extérieur, je le vis où, malheureusement, dans tous les domaines de la 3D, on a fait de la conservation du patrimoine récemment. En fait, on a fait de la donnée, niveau de détail avec photogrammétrie, etc. On a fait plusieurs niveaux de détail qui étaient très, très poussés. On l'a livré. Le problème, c'est qu'en interne, ça a été mis dans un disque dur et il n'y a pas les compétences, etc. de suivi et pour faire vivre cette donnée-là. C'est un peu le problème. Je pense qu'en BIM, c'est la même chose. Nous, après, en phase exé, on a l'autre problème, c'est qu'on nous envoie juste un plan issu de la maquette BIM.
mais nous on se doit quand même de contrôler et voir par rapport, parce qu'on est le lien entre le projet et l'existant, c'est nous qui allons sur le terrain pour implanter et on n'a plus cette information là. C'est effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est effectivement déjà au niveau de la phase conception, enfin acte de construire, c'est déjà très compliqué de mettre ensemble les différents acteurs autour de la maquette numérique. Et quand on passe à l'exploitation, et bien souvent, on ne va pas rentrer trop dans la technique, là, mais bien souvent, 90% de ce qui a été généré par le BIM, on va dire, ne correspond pas à l'exploitation. Et les amis d'Intent sont bien placés pour le savoir. Toi, Emmanuel, qui est un architecte d'intérieur, terrain indépendant, comme tu le présentes tout à l'heure, que je sais que tu utilises SketchUp, etc. Comment tu vis ça, toi? Alors, déjà, comme tu as dit, comme indépendant, le BIM proprement dit, comme échange de données, pour nous, indépendants, c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Nous, c'est plus un BIM du niveau 1, on va dire. Donc, modélisation 3D, et après, on a un échange direct avec après, le constructeur et tous les intervenants. Par contre, sur le BIM, en général, le BIM vu comme échange des données, je pense qu'il est une très grande opportunité aujourd'hui de pouvoir développer ça de façon le plus simple possible, et c'est un outil très intéressant pour la pérennisation de ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. C'est-à-dire laisser une trace digitale, on a cette formidable possibilité de laisser cette trace digitale à qui verra après. Moi aujourd'hui, que je travaille surtout sur de la rénovation de l'ancienne, je me trouve des fois à devoir découvrir les choses, de la stratification d'interventions qui ont été faites dans le temps. Je veux dire, on a des bâtiments construits dans le 1800, après il y a eu 100 ans après, ils ont fait des rénovations, et on découvre toute cette stratification, mais au fur et à mesure. On n'a pas assez donné. Donc le BIM aujourd'hui, il a cette capacité de pouvoir pérenniser l'ouvrage livré, et je pense qu'on doit intégrer à ça le fait de pouvoir modifier ce fichier dans le temps, une fois qu'on fait notre intervention, pour pouvoir livrer à les architectes du futur un cahier complet de l'ouvrage, le plus simple possible. Voilà, donc c'est ce que j'allais reprendre. Donc ce que tu prônes, c'est la simplicité, premier point, et je pense que c'est effectivement un des gros points qui est à résoudre dans les 10 prochaines années. J'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Deuxième point, c'est l'actif qui est l'acquis qui est un actif et qui doit pouvoir être simplement passé comme un data room dans l'immobilier. On dit à passer le data room simplement aux générations futures, aux professionnels qui vont reprendre l'ouvrage. Merci Emmanuel. Vincent, toi qui connais bien les grands projets d'Euro-Méditerranée, qui depuis le début a voulu mettre en place une démarche BIM, toi qui es un des seuls en France à avoir une salle BIM, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là, sur la continuité de la donnée? Comment tu vois ça, toi? Alors, moi déjà, je ne suis pas un spécialiste du monde de l'immobilier et du bâtiment, donc je le précise, et je viens du monde de l'informatique et des télécoms, donc je fais beaucoup de parallèles avec ce qu'on a connu dans les télécoms et l'informatique entre vendre et faire du service. Et c'est vrai qu'Euro-Méditerranée veut innover, un peu comme Monaco ou d'autres, et c'est une rénovation urbaine complète d'une ville dans une ville, donc c'est surtout dans des quartiers qui étaient vraiment dans un sale état au niveau de Marseille, qui étaient très peu habités. Le constat, même si tous les projets sont obligés d'être en BIM, la salle est très peu utilisée par les acteurs qui construisent, donc ça montre bien déjà qu'il y a une grande problématique des acteurs qui font de la promotion, qui font de la construction, qui sont obligés de faire du BIM mais qui ne l'utilisent pas jusqu'au bout. Et moi je trouve que dans l'immobilier, le problème c'est qu'il y a trop de séparation entre les métiers. C'est-à-dire que celui qui met en place tout ça ne va pas utiliser le bâtiment, donc le fait de manière contrainte, parce qu'il y a des normes ou parce que derrière on lui demande des éléments. Il y a les mainteneurs qui
eux ont un intérêt parce qu'évidemment ils ont de la donnée, notamment, enfin, on prend des plans, moi je vois, j'ai la salle, la coque, au moment de la livraison, évidemment, le plan 2D il n'était pas parfait parce qu'il y avait des trucs qui avaient été modifiés à la dernière minute. Ça, au moins avec le BIM, on a au moins toujours une maquette à jour. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on ne pense pas du tout aux usagers de tous les jours. Et c'est un peu comme dans les télécoms, c'est-à-dire qu'à l'époque, on vivait les télécoms d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est le service. Dans le monde bâtiment, on veut vendre le moins cher possible. À l'époque, on vendait le téléphone à 1 €. Maintenant, vous l'achetez à 500, à 1000 €, à 1200 €, mais vous avez des services autour. Et bien, pour moi, c'est un peu ça le bâtiment, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas eu de rénovation d'usage du bâtiment. Un peu comme la voiture, où peu de monde maintenant achète encore une voiture. Et bien, dans le monde du bâtiment, il faut qu'il y ait du service, et c'est le BIM qui va permettre d'en avoir. Si on se réduit au bâtiment, après sur Euroméditerranée, l'intérêt c'est d'être une smart city, donc on a parlé de quelques usages, mais c'est vraiment d'aller jusqu'au trafic, la pollution, les éléments, et donc les éclairages, vraiment avoir une relation entre l'usager, ceux qui maintiennent et qui pilotent le territoire. Le bâtiment, comme on dit, a building as a service. C'est d'ailleurs bien la démarche également d'Intent. Et toi Arnaud, faut pas que tu t'endormes non plus. Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, tu n'es pas tous les jours dans le BIM, mais tu connais bien le sujet également. Oui, et pour ma part, je pense qu'il y a un prisme un peu différent à prendre, c'est-à-dire que jusqu'à encore récemment et encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de techniciens et trop de DSI et trop d'architectes autour des tables et pas assez de directeurs généraux, de directeurs financiers. C'est-à-dire que dans un monde où l'inflation va devenir une norme, et encore ce matin, on était dans la voiture en arrivant et BFM nous racontait que ça allait durer encore un peu de temps, on voit que les économistes comprennent maintenant qu'on doit rentrer dans une politique de l'offre. Donc on retombe dans les années 80 avec après Bretton Woods et l'inflation, et finalement le bâtiment est le secteur d'activité qui n'a pas fait sa mue ces 40 dernières années. Si on prend l'aéronautique, l'automobile, la pharma, la santé, tous ces secteurs ont gagné en productivité, même l'agriculture, de manière très forte, et le bâtiment, vous pouvez prendre les chiffres, hein, c'est les chiffres publics et économiques, n'a pas fait cette mutation en termes de productivité, donc tout reste à faire. Vous disiez tout à l'heure, les artisans sont encore éloignés finalement du BIM. Donc la question c'est comment on fait pour que ce BIM, peut-être d'ailleurs plus le I que le M comme tu disais tout à l'heure, devienne un levier économique. Et là, les directeurs généraux et là, les directeurs financiers seront intéressés autour de la table à venir échanger, peut-être même à comprendre, parce qu'aujourd'hui c'est tellement technique que dès qu'on commence à parler de BIM, ils sont déjà partis de la salle, alors qu'on a besoin d'eux, parce que c'est une orientation des investissements, c'est une orientation ou une mise en priorisation, par exemple, du choix des données. Quand j'entends Diane qui dit que le maître d'ouvrage n'est pas suffisamment précis, c'est comme ça que j'interprète, hein, dans la formulation des qualifications du bâtiment ou du projet, ça m'interroge sur la capacité de l'asset manager ou du dirigeant, propriétaire, à finalement maîtriser son projet. Je ne doute pas que c'est fait techniquement parfaitement, ça c'est pas de doute. Les normes sont suffisamment fortes et la responsabilité de l'architecte suffisamment lourde, elle coûte cher. Donc pour être tenu, mais par contre ça interroge sur la capacité des propriétaires à avoir une idée claire sur leur projet. Ce qui soulève d'ailleurs la question, puis après je te rends la parole parce que je suis pas parti non plus sur une conférence de 2 heures. Non, mais ce qui soulève quand même une question d'ailleurs sur la professionnalisation de la fonction de propriétaire immobilier. On voit des phénomènes justement de multipropriété par des individus où on a une tendance à la rente maintenant immobilière, mais on oublie qu'au-delà du rendement à 4% qu'on va faire par an, finalement derrière il y a des obligations de propriétaires qui sont à la fois techniques ou juridiques et qui ne sont pas à négliger. Là je pense plutôt particulier, mais c'est aussi un secteur, enfin c'est aussi un monde de propriétaires. Donc voilà, ce sont des dimensions aujourd'hui qui sont sous-estimées je pense côté BIM, mais qui devront se développer à l'avenir. Merci Arnaud. Eric, toi qui représente donc une des grandes voies de cette normalisation et de cette avancée sur le travail de la donnée pour justement avoir une continuité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, est-ce que tu peux nous dire un peu, premièrement, quelle est ta vision
et quelles sont les démarches que vous entreprenez en tant que Fidji auprès des différents intervenants de la chaîne de valeur? Merci Dominique. Est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci? Parfait, un peu plus fort. Un peu plus fort. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Parfait. Ok, formidable. Bon, alors moi je vais essayer de tenter de répondre à la question que tu as posée Dominique à cette conférence. Continuité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, une chimère numérique. Alors, est-ce que c'est une chimère numérique? Une chimère numérique, c'est une idée sans rapport avec la réalité. Alors, si c'est ça le constat est rude. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde notre industrie? Si on prend une vue hélicoptère, on s'aperçoit que très vite apparaissent deux continents temporels. Le premier, c'est celui de la conception-construction, qui a une durée de 2 à 5 ans maximum. Et le second, c'est celui de l'exploitation-maintenance, qui lui a une durée de 30 à 120 ans, suivant la nature des actifs et suivant les durées d'amortissement qui sont utilisées par les propriétaires investisseurs pour valoriser financièrement, économiquement leur bien. Le premier continent, celui de la conception-construction, il regroupe tout ce qui concerne l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement, les promoteurs, bien évidemment, toute l'ingénierie, les prestations techniques et évidemment la construction. Formidable. Et on voit que tous les gens qui travaillent sur ce premier continent sont absolument passionnés autour de cette découverte technologique qui est là depuis une dizaine d'années, qui est cette maquette BIM formidable, mais qui malheureusement ne concerne que quelques projets iconiques. Et quand les moyens sont mis, c'est absolument formidable. J'entendais cette dame parler de cette rénovation apparemment sur cet immeuble. Apparemment, vous en maîtrisez absolument tous les centimètres carrés. Ça a l'air passionnant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maquette BIM, c'est un outil très utile pour le premier continent, c'est-à-dire pour les concepteurs-constructeurs, c'est-à-dire pour des gens qui considèrent que l'immeuble n'existe plus le jour où il est livré. Alors c'est un constat aussi rude que la question de la table ronde. Et donc qu'est-ce qui se passe pour le second continent? Eh bien, on a été il y a 2 ans, donc je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous on travaille depuis 14 ans sur tout ce qui concerne la normalisation des flux d'échange de données entre les différents métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie des bâtiments. Et principalement pendant les 10 premières années, on a travaillé sur le second continent, c'est-à-dire l'exploitation-maintenance. On a travaillé bien évidemment sur tout ce qui concerne les problèmes d'exploitation et de gestion. On a travaillé avec les propriétaires investisseurs, on a travaillé avec les utilisateurs finaux, par exemple avec l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers, avec l'Agora aussi des directeurs immobiliers. On a travaillé avec l'expertise, tout ce qui concerne les domaines d'expertise et de conseils sur les bâtiments, sur l'investissement et le financement, puisque effectivement tout ça est financé bien en amont de la construction. Et on a été contacté il y a 2 ans par la Fédération des promoteurs immobiliers. Et ils nous ont dit une chose qui nous a un peu surpris, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on serait amené à travailler avec le premier continent, puisque pour nous, il y avait la maquette BIM, mais c'était vraiment l'outil parfait, et qu'ils avaient bien développé tous ces métiers du premier continent. Et ils nous ont dit, on constate une rupture numérique. On a dit, bien, vous pouvez nous en dire plus. En fait, qu'est-ce qu'ils font les promoteurs avec leurs propriétaires investisseurs, qui est évidemment une partie prenante très importante pour eux. Eh bien, en fait, ils livrent 3 choses pour faire simple. Ils livrent un bâtiment, ça tombe bien, le bâtiment physique, une maquette BIM et un DOE, papier ou numérique, issu ou non de la maquette BIM. Qu'est-ce que fait le propriétaire investisseur? Il prend le bâtiment, bien évidemment, la maquette BIM et le DOE, il met dans une armoire. Je donne 2 raisons pour ça. La première, c'est qu'une maquette BIM n'est jamais à jour, à part dans des projets iconiques, bien évidemment. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'une maquette BIM, en fait, il n'y en a pas une. Il y en a une par corps de métier. Donc ça veut dire que par bâtiment, il y en a 9 à 10, Olivier de Intent. Cette donnée chaude, c'est la donnée d'exploitation. Ce n'est pas une donnée froide qui est une donnée de spatialisation. Pour prendre une autre image que j'utilise assez souvent, c'est que le propriétaire, lui, fait la gestion des vides. Il exploite son bâtiment. Alors qu'une maquette BIM, c'est la gestion des pleins. C'est vraiment la gestion de la structure du bâtiment. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que le jour de la livraison, la responsabilité du bâtiment passe en une journée du promoteur au propriétaire. Et donc, le propriétaire, lui, il n'a pas de maquette BIM le jour de la livraison. De toute façon, elle n'est pas à jour et généralement, elle n'est livrée que dans l'année du parfait achèvement. Plus ou moins correctement renseignée.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, le propriétaire? Évidemment, il anticipe. Donc, 6 mois avant, il faut passer ses géomètres sur le bâtiment pour recalculer les surfaces. Comme il n'a pas de maquette BIM, et que de toute façon, les surfaces, la plupart du temps, qui sont dans la maquette BIM, ne sont pas fiables pour lui, il refait passer des géomètres. Et alors là, la Fédération des promoteurs nous a dit, mais quand même, on marche sur la tête. C'est quand même invraisemblable, parce qu'un minimum, c'est d'avoir les vraies surfaces qu'on puisse communiquer aux propriétaires. Alors que la réalité, c'est que vous avez 90% des propriétaires qui font passer leur propre géomètre pour recalculer les surfaces. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a répondu à leurs besoins, à leurs demandes, en exprimant clairement. Donc, on a réuni des investisseurs propriétaires, des promoteurs et des prestataires BIM. D'ailleurs, Stanislas était là, en tant qu'expert du côté des maquettes BIM. Et donc, on a dit quel est le véritable besoin d'information. Et c'est là qu'on s'est aperçu que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni les promoteurs ni les propriétaires investisseurs, ne comprenaient quels étaient les besoins de l'un et de l'autre. Et pour un biais tout simple, je l'exprime avec ça, et puis après je redonne la parole, c'est qu'en fait, quand on est un métier, dans son expertise, dans sa performance opérationnelle quotidienne, on utilise des données qui ont beaucoup de valeur pour soi, pour sa performance opérationnelle. Et donc, le premier biais qu'on a tous, c'est de considérer que comme ça a de la valeur pour moi, ça a forcément de la même valeur pour les autres métiers qui interviennent tout au long du cycle de vie des bâtiments. Et en fait, c'est la plupart du temps faux. Et la réalité, en fait, c'est qu'on est tous les métiers autour du même bâtiment, mais qu'on regarde tous ce bâtiment avec des lunettes différentes. Et tant qu'on n'a pas compris quel est le besoin réel en information du métier avec qui on doit échanger, on est dans une incompréhension totale et on se balance des informations qui n'ont pas beaucoup d'utilité et qui empêchent un flux, une véritable continuité numérique immobilière que tout le monde appelle de ses voeux. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelle tellement de ses voeux. Il y a 14 ans, notre démarche était un peu iconoclaste, parce qu'on travaillait déjà là-dessus. Aujourd'hui, il y a l'AICN qui s'est constituée récemment, qui est une alliance immobilière pour la convergence numérique à Paris, qui regroupe 14 associations professionnelles. Donc, chaque métier, vous avez les investisseurs, vous avez les investisseurs côté non côté, vous avez les property managers, vous avez les FME, vous avez les experts, vous avez enfin tous les métiers de l'ensemble, principalement du deuxième continent, mais comme j'ai dit, il y a aussi les promoteurs, donc il y a aussi des métiers du premier continent qui se sont réunis pour dire il faut ensemble qu'on fasse cette continuité numérique. Quels ont été les deux principes de base? Un, ne jamais travailler tout seul dans son coin, mais toujours en binôme ou en trinôme, pour qu'on puisse s'exprimer les besoins réciproques, s'assurer que l'autre a bien compris mon besoin et qu'il est en capacité de me donner la donnée dont j'ai besoin, et que moi j'ai bien compris son besoin et que je suis en capacité de lui donner la donnée. Quand on a le nez sur le guidon dans sa performance opérationnelle, on n'a naturellement pas le temps de faire ce travail. Donc, c'est pour ça que ça se fait aujourd'hui, et ce travail se faisant, donc, toujours dans des échanges entre binômes ou trinômes, et toujours sur des cas d'usage, c'est-à-dire sur la réalité opérationnelle d'un cas d'usage, d'un cas quotidien, qui permet de mettre ça en œuvre très rapidement. Donc voilà ce qu'on fait, et cette continuité numérique, grâce à ce travail, va pouvoir se mettre en œuvre. Elle existe déjà, grâce notamment à ces nouvelles plateformes, qu'on les appelle alors jumeaux numériques ou BOSS. C'est quoi? C'est de sortir de la fausse croyance qu'on avait tous il y a 10 ans de croire que le BIM allait être le saint graal de la totalité de notre filière immobilière. Sur une minimisation des données qui soit nécessaire et réellement utile sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, on en parlait, tu parlais de l'AICM, on en parlait avec Tsongor Tsukas qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir au BIM World sur notre stand, qui est non seulement président de la PROMA, l'association des property managers, mais également directeur général de BNP Paribas Europe. Donc il sait à peu près de quoi il parle. Alors, autre question que j'aurais posée, merci Eric, j'aurais posé à Fabien de Timothy. Fabien, toi tu travailles sur tout ce qui est au niveau de la supply chain. Tu peux nous dire un peu comment tu vis cette démarche au niveau de la donnée, de l'interopérabilité et de la continuité. Je te passe la parole à toi, Fabien. Merci Dominique. Alors moi je suis sur le premier continent en fait, le premier continent d'Eric, c'est-à-dire conception-construction. Et en fait, toute la problématique qu'on essaye de résoudre, parce qu'on va parler de supply chain, c'est finalement la problématique de la performance de la construction. Je pense que tout le monde est à peu près au courant, c'est que malgré tous les efforts qu'on fait, 80% des projets sont livrés
hors délai ou hors budget, ou hors délai, hors budget. Et pourtant, c'est pas faute d'effort. Et le résultat de ça, c'est que tous les acteurs des entreprises qui construisent ont une productivité qui est assez flat depuis des années. Il y a même un constat qui est assez dur quand même, c'est qu'on fait des bâtiments magnifiques avec une industrie où l'EBITDA est à peu près de 2%. Si vous dites ça à des industriels ou des gens qui sont dans le numérique, ils partent en courant. Ils partent en courant, c'est-à-dire qu'on travaille très dur pour une marge très faible. Finalement, la problématique, c'est la performance collective. Donc je rejoins Eric quand il a dit l'action, c'était de les mettre 3 autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'on est dans une chaîne de valeur diffuse. C'est le vrai sujet de la construction, c'est qu'on est dans une chaîne de valeur diffuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, vous avez des entreprises, vous avez, on a des continents dans lesquels il y a des pays, des départements, des communautés de communes, des quartiers, c'est énormément d'acteurs. Et tous ces acteurs-là vont devoir contribuer à faire un bâtiment. Et tous sont interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que les actions que je vais faire vont permettre à un autre de travailler ou vont permettre à un autre d'avoir une information qui va permettre à un autre... Voilà. Et tout ça est lié en fait. C'est là où ça devient complexe, c'est que tout ça est lié. Et tout ça est lié et il faut l'organiser. Et finalement, pourquoi les gens ne sont pas productifs? Parce que finalement, ils gaspillent les ressources. C'est-à-dire que des architectes vont refaire 3 fois le même plan, des entreprises vont arriver trop tôt sur un projet et puis ils ne vont pas pouvoir travailler sur le chantier parce que la zone sera encombrée, parce que la tâche d'avant ne sera pas faite, parce que c'est complexe, hein. Mais on gaspille des ressources. Et donc finalement, le parti pris de dire il faut développer la supply chain, c'est assez simple, il faut juste savoir ce que c'est la supply chain. La supply chain, c'est toutes les étapes qui permettent de synchroniser les ressources, c'est-à-dire la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. Et finalement, quand vous regardez un chantier, parce que la création de valeur, elle est sur le chantier, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les 3 choses qu'on livre, il y a aussi le bâtiment. Donc la valeur finale, c'est quand même de livrer un bâtiment à un maître d'ouvrage, à un promoteur, à un client. Et bien ça se réalise là, au poste de travail. Et donc, il faut qu'il y ait des ouvriers qui arrivent au bon moment, avec de la matière, avec des plans, avec des outils, et que ça soit synchronisé. Et le principe de la supply chain, c'est de synchroniser. Donc, c'est de gérer toutes ces étapes. Et pour ça, déjà, forcément, on a besoin de partager de la data et on a besoin de se mettre d'accord sur comment on s'organise. Et là, une des façons de régler ça, c'est de repartir dès le planning et de rendre collaboratif de la planification jusqu'à commander les matériaux, jusqu'à les livrer, jusqu'à réguler même le trafic autour des chantiers. Enfin, c'est notre métier chez Timothy aussi, et d'exécuter. Et pour ça, il faut se passer de la data, et de la data en temps réel. Mais la difficulté, et c'est là où il faut qu'on ait tous conscience de ça, c'est qu'on a tous des métiers différents, avec des besoins différents en termes de système d'information. Moi, je suis dans le BIM, moi, je suis dans le planning, moi, je suis sur le terrain en train de contrôler. Si on n'arrive pas à avoir une interopérabilité entre tous ces systèmes, on n'est pas en temps réel et on n'arrive pas à se synchroniser en temps réel. Et donc, c'est un peu le métier c'est un peu ce qu'on fait chez Timothy. Pour l'instant, on cherche à être interopérable avec tout et on cherche à être interopérable aussi avec le BIM, et je vous expliquerai pourquoi. Déjà, on cherche à essayer déjà de construire un système qui est interopérable entre nous-mêmes, entre nos solutions, et surtout où que vous soyez chef de chantier, que vous soyez architecte, que vous soyez OPC, que vous soyez maître d'œuvre d'exécution, vous faites vos tâches et les autres le savent et vous pouvez avancer ensemble. Et ça, c'est ça la supply chain, c'est d'intégrer dans la chaîne de valeur de manière synchronisée tout le monde. Et Dieu sait que l'ensemble des informations nécessaires à un projet ne sont pas forcément dans la 3D ou dans le format de fichier IFC. Bon nombre d'informations sont à l'extérieur du format de fichier. Merci Fabien. Moi, je voulais me retourner vers Diane parce que finalement, on parle de Lean, puisque derrière la supply chain, il y a le Lean, Lean Construction qui est sous le sang, Lean Management.
l'e-management qui est né au Japon avec comme problématique d'origine, c'est le manque de foncier. Problématique qui est commune à Monaco. Comment l'architecte doit faire face à ces contraintes de foncier, puisque vous y êtes, j'imagine, confronté au quotidien. Comment vous pouvez faire et comment finalement soit la disponibilité de la donnée ou l'absence de données devient un élément soit facilitant ou bloquant dans votre action. Justement, parce qu'on parle d'interopérabilité, on parle de continuité de la donnée, mais encore faut-il l'avoir cette donnée. Comment on peut dépasser, ou est-ce que déjà pour vous c'est un frein, et comment vous dépassez cela? Le géomètre à côté, peut-être que c'est un premier ami. Nous, on a eu la chance d'être bien accompagnés tout au long, en tout cas, de ce projet-là, qui est l'îlot Pasteur, qui fait quand même 110 000 mètres carrés. Sur Monaco, c'est le foncier étant si petit, on va dire, par rapport à d'autres pays, bien évidemment. C'est très rare déjà d'avoir une disponibilité de foncier si importante. Et par la suite, oui, on a reçu beaucoup d'informations de la ville. Ils ont beaucoup de data, justement, qui nous permettent d'avoir des informations très importantes sur le site. Comme je disais tout à l'heure, notre géomètre, donc Nicolas, avec Monaco Topo, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Sur d'autres projets qu'on travaille également ensemble, on a un accompagnement qui est tout différent. Et c'est là où, pour moi, c'est important en fait de dire juste que le BIM, c'est important, bien évidemment, le data, la chaîne de valeur, tout ce qu'on dit, mais derrière tout ça, il y a des personnes. Il faut avoir des personnes motivées, des gens qui sont intéressés par le sujet, qui veulent avancer, qui veulent développer des choses. Donc déjà, il faut être bien entouré, avoir des gens qui sont compétents et qui veulent se questionner, qui veulent aller chercher plus loin de ce qui est possible. Quand je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui on a un contrat sur l'exploitation, qu'aujourd'hui c'est pas clair, mais nous on va aller chercher l'information, c'est-à-dire qu'on fait on fait des réunions pédagogiques, donc avec le client, avec avec les entreprises, tout le monde. Donc on essaye de réunir le maximum de personnes autour de ce monde, on va dire, pour déjà leur faire aimer le sujet, parce que c'est pas simple de faire aimer un sujet qui, bon, n'est pas simple, le BIM, quand on parle, tout le monde en parle, mais c'est compliqué. Et que par la suite, on puisse vraiment le développer bien comme il faut. Et qu'on puisse surtout envoyer à la ville également les bonnes informations. On reçoit de l'information de la ville, mais ce qui est important à dire aussi par rapport à votre question, c'est qu'on doit envoyer des informations à la ville également. Donc à la fin du projet, on a bien évidemment une maquette numérique à donner, mais déjà en permis de construire, on a dû envoyer une maquette numérique parce que sur Monaco, c'est obligatoire. Donc déjà, il y a toute cette data-là qui a été envoyée à la ville, on échange sous cette data, donc c'est quand même très important et c'est pas tous les pays qui ont cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on arrive plutôt à bien se débrouiller sur cette partie-là, mais une fois de plus, il faut être bien entouré. Encore une fois de plus, c'est un processus d'expert. Et nous, deux mots sur SBLM, avant de passer la parole à un de nos intervenants pour finir, pour avoir, je pense, contribué il y a plus de 35 ans à la 3D volumique paramétrique et à ce qu'on appelle aujourd'hui le BIM, entre guillemets, je me suis bien aperçu qu'en 35 ans, cela avait évolué, bien évidemment, mais ça ne s'était pas démocratisé. Et ça ne s'est pas démocratisé parce que justement, pour moi qui ai voulu démocratiser la 3D et qui n'y suis toujours pas arrivé après 35 ans, la 3D c'est complexe. La 3D c'est un outil de visualisation, au mieux un outil d'aide à la décision, mais le sujet ce n'est pas la 3D, je suis désolé, mais c'est la data, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, et c'est la data. Il faut réellement mettre la data au centre du sujet, parce qu'on ne peut pas, comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure, on ne peut pas penser à numériser complètement une industrie qui est ce qu'on appelle l'architecture, l'ingénierie, la construction et l'immobilier, on appelle ça l'AEC en anglais. On ne peut pas penser à numériser complètement cette industrie si on n'a pas une démarche réelle de convivialité, de démocratisation, de mise à disposition
de l'ensemble de l'information minimaliste, mais nécessaire pour décloisonner l'ensemble des problématiques sur la chaîne de valeur et réellement permettre à l'ensemble des 95% des 180 millions d'intervenants du sujet dans le monde, et non pas simplement les 5% qui font de la 3D et du BIM en tant que spécialistes, parce que moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est réellement de pouvoir donner l'accès de cette data-là à ces 95%. Et c'est quand j'ai fait ce constat-là que j'ai décidé, pour m'amuser, de partir ce projet de SBLM, qui en fait est un collectif d'entrepreneurs qui travaillent sur cette chaîne de valeur à différentes étapes, qui ont compris, qui sont tous des spécialistes dans leur secteur d'activité, qui ont compris que le problème c'était vraiment bien la data, et qui ont décidé petit à petit de collaborer entre eux, de développer de l'interopérabilité pour réellement créer de la valeur. Olivier, comment, en quelques mots, parce qu'on a fait un proche, mais j'aimerais qu'on parle encore en quelques mots, comment toi, tous les jours avec Intent, je le dis franchement, Intent c'est le leader français de la gestion du patrimoine immobilier au niveau de la donnée aujourd'hui, tous les grands acteurs sont clients d'Intent. Comment toi tu perçois cette problématique-là et comment vous souhaitez-vous, Intent, avancer dans cette démarche? En quelques mots. Tu as raison, c'est une vraie problématique parce que je vais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le nombre énorme d'acteurs qui aujourd'hui interviennent sur cette chaîne. On est bien sur une chaîne complète, on parle de contenu numérique, mais aujourd'hui il y a une application pour tout, quasiment, et toutes ces applications sont importantes. Et chacun en effet a un expert du sujet. Ce qu'on essaye chez Intent, nous, c'est justement de rester quelque part neutre, mais de pouvoir apporter cette interopérabilité de toutes ces solutions, de tous ces acteurs, pour qu'on puisse avoir une vue globale aujourd'hui d'un système, d'un bâtiment ou d'un parc immobilier. Je vais prendre l'exemple, parce qu'en effet, Stanislas de Big Data est présent. On a depuis maintenant un mois intégré notre solution une vision BIM, la vision BIM donc de Big Data, qui permet à nos clients, quand ils avaient une information en 1D ou 2D d'une alerte d'ascenseur, d'une alerte de BMC, de maintenant, au-delà de cette alerte textuelle, d'avoir une alerte visuelle, c'est-à-dire que la maquette BIM maintenant apparaît et on met en couleur différente, en surbrillance, on va dire, l'équipement qui est en défaut. Donc la source, c'est la data. La source, c'est la data. Donc nous, on s'appuie sur la donnée froide fournie par Big Data parce que c'est pas notre métier de faire des maquettes BIM. Donc on va chercher cette maquette chez nos partenaires. Donc il y a déjà ce côté interopérable parce qu'on va venir intégrer des solutions, on va dire, du marché pour venir avoir une vue complète. Et on va vraiment permettre à l'utilisateur, au mainteneur par exemple, qui a eu l'alerte comme quoi c'est la VMC qui est en défaut. Ok, le bâtiment il est énorme, où est cette VMC? Visuellement, en 2 secondes, il voit qu'il y a le 4e étage dans cette partie technique et il voit en effet où est le problème. Donc il gagne du temps. Merci Olivier. Toi Emmanuel, je sais, bon, quand il disait que tu utilises SketchUp, idéalement, donc quelque part tu fais du BIM, hein, idéalement si tu avais la possibilité, à partir d'une plateforme de données, bien sûr de modéliser des choses, de mettre ton fichier dans cette plateforme, de le revoir, mais aussi de permettre à des artisans de pouvoir travailler sur la maquette numérique, non pas en conception, mais en data, c'est-à-dire je suis un artisan électricien par exemple, je vois qu'une gaine électrique n'a pas été dessinée comme elle devrait être, parce que moi je connais mon métier, et je peux cliquer sur cette gaine et changer les données, et donc de cette manière modifier l'erreur qui a été faite de conception, mais être dans le processus collaboratif. Est-ce que tu y verrais un intérêt et est-ce que ça irait vers une démarche de démocratisation? Bien sûr, impact que cette plateforme soit utilisable par l'artisan. C'est-à-dire qu'elle doit être tellement simple qu'un artisan puisse la utiliser. Parce qu'un artisan, comme on disait tout à l'heure, il y en a certains qui sont très bons mais qui ne savent pas utiliser le numérique encore. Donc, mais un artisan, oui, un artisan qui saurait utiliser Excel, ok, et qui serait capable de tourner sa visionneuse et de cliquer sur une partie. Oui, tout à fait. Il peut rentrer dedans. Okay. Donc, toi, dans le terrain, tu y verrais un... Oui, mais je pense qu'avec les outils, on y est. Là, on a vu tout à l'heure une start-up qui présentait son cahier digital, son cahier de chantier digital. Donc, je veux dire, on a maintenant des outils qu'on peut utiliser pour arriver à ça. Voilà. Je pense.
Je pense que c'est la fin. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous d'être venus ce soir, de votre intervention, aussi bien Fabien, Eric que Stanislas et vous tous ici. J'espère, et Diane qui encore une fois nous a fait le plaisir et l'honneur, et Nicolas de venir, j'espère que nous aurons l'occasion ici ou ailleurs de reparler de ce sujet qui nous passionne tous, qui est compliqué et qui effectivement travaille sur la seule industrie qui n'est pas complètement numérisée encore aujourd'hui au niveau mondial. Et c'est d'ailleurs là l'opportunité. C'est là où je pense qu'il y a une opportunité pour nous Français, parce que nous avons tout, Français et monégasques et francophones, je dirais, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réellement y répondre. Il faut simplement aligner nos énergies, aligner nos valeurs, aligner nos intérêts, aligner nos compétences. Et là, peut-être que nous pourrons montrer à nos amis étrangers que, encore une fois, après avoir été quasiment à l'initiative de ce qu'on appelle aujourd'hui le BIM, nous les Français, on peut faire certaines choses sans eux. Merci et à bientôt et bonne soirée, et bien sûr allez au cocktail et rendez-vous demain bien sûr, puisque demain nous avons 2 tables rondes. Une table ronde sur la finance vertueuse dans le cadre d'une société, d'une smart city sociale et sociétale, et une table ronde sur le métaverse, 3D et métaverse pour quel cas d'usage, et on aura le plaisir d'avoir demain Patrick Moya, l'artiste niçois, qui depuis 15 ans vit à la fois dans le physique et dans le métaverse, qui viendra nous présenter sa vie dans le métaverse et comment il la vit. Merci à tous, merci et bonne soirée, et je vous invite à aller au cocktail de 18h30. Merci.